Bien. Mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse. Le président de la République nous a présenté ce matin, en présence des représentants du monde de la santé, sa vision pour le système de santé de demain. Il nous a fixé des objectifs clairs, ambitieux, pour moderniser notre système de soins et préserver ce qui fait sa force et un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il souhaite également que cette évolution réponde dès à présent aux difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer les patients et les professionnels de santé. Les objectifs présentés sont évidemment ceux de ce ministère, de tout le gouvernement, et je remercie Frédérique Vidal de sa présence à mes côtés pour parler de la réforme des études en santé. Le projet Ma Santé 2022, c'est le fruit d'un constat partagé et de la mobilisation collective des acteurs de la santé. Les pilotes de la démarche de concertation de la stratégie de transformation du système de santé sont tous présents aujourd'hui, sont réunis. Ils ont beaucoup œuvré ces derniers mois pour faire des propositions concrètes et je les remercie. J'ai pris le parti de ne vous présenter que quelques mesures phares et évidemment pas la totalité des mesures. Les évolutions auxquelles notre système de santé est confronté sont de plusieurs ordres. Nous les connaissons, le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques, la modification profonde et rapide des pratiques et des techniques liées aux progrès médicaux, et enfin une augmentation constante des coûts en lien avec les évolutions épidémiologiques, naturellement, mais aussi en lien avec le coût de certaines nouvelles thérapeutiques. Notre système de santé tel qu'il est organisé ne nous permet pas de faire face à toutes ces évolutions et nous en décelons chaque jour les fragilités. J'en énumérerai trois principales. Un cloisonnement entre les professionnels ou les structures qui perdure malgré des réformes successives. Des modes de financement qui privilégient le volume et l'activité à la qualité et à la pertinence des soins. Enfin, des formations et des études en santé qui ne répondent plus aux attentes des futurs professionnels et aux besoins de notre système. Toutes ces difficultés ont des conséquences concrètes sur la vie des patients et sur la vie des professionnels. Les difficultés à accéder aux soins s'accentuent dans certains territoires, vous le savez. Les patients sont confrontés à la complexité du système et doivent souvent se débrouiller seuls dans le labyrinthe des soins. Des professionnels prennent parfois de plein fouet les tensions et contradictions que génère notre système et perdent un peu de sens que leur donne leur travail. Toutes ces situations sont autant de raisons qui nous poussent à agir et proposer une réforme du système dans son ensemble plutôt que sectorielle. Nos engagements d'ici 2022 sont au nombre de 3. Le premier, c'est d'améliorer la qualité des prises en charge pour tous les patients sur tous les territoires. Le second est de créer un collectif de soins au service des patients. Le troisième et dernier est d'adapter les métiers et les formations aux enjeux de demain. Je parlerai donc du premier engagement, celui de favoriser la qualité et la pertinence et de replacer le patient au cœur du soin. Nous proposons à cet égard, parmi toutes les mesures, j'en citerai quelques-unes principales, nous proposons d'étendre et de systématiser la mesure de la satisfaction des usagers pour l'ensemble des prises en charge. Nous proposons de rendre public, pour les pathologies fréquentes, les résultats des indicateurs de qualité de parcours de santé et de ceux qui rendent compte de l'expérience des patients. Nous proposons d'intégrer les patients comme acteurs de la formation et de l'évaluation des professionnels de santé. Et enfin, nous proposons d'ici 2022 d'ouvrir un espace numérique de santé individuel et personnalisable pour chaque usager, lui permettant ainsi d'avoir directement accès à ses données et services de santé. Le deuxième engagement de cette réforme est de créer un collectif de soins au service des patients. Je l'ai dit en introduction, notre organisation souffre d'un trop grand cloisonnement entre les professionnels de santé. L'objectif est de créer un véritable engagement collectif de tous les acteurs au service de la population et du territoire. Pour atteindre cet objectif, la première étape et notre priorité est d'amener les professionnels de ville vers une organisation plus collective et de libérer davantage de temps pour le soin et pour la prévention. Les soins de proximité de demain appellent à un exercice coordonné entre tous les professionnels de santé
Aussi, l'exercice isolé doit devenir l'exception d'ici à 2022. 1000 communautés professionnelles territoriales de santé, qu'on appelle les CPTS, seront déployées sur tout le territoire à l'horizon 2022 et 2000 structures d'exercice coordonnées, que ce soit des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé, seront conventionnées dans les 5 ans, en plus de celles qui existent déjà. Il s'agira d'un véritable contrat entre les professionnels de santé et la population, puisqu'on leur demandera en contrepartie de garantir un certain nombre de missions, comme par exemple l'accès à un médecin traitant, une réponse aux urgences qui relèvent des soins de ville la semaine jusqu'à 20h et le samedi matin. Une stratégie nationale de déploiement sera arrêtée d'ici fin 2018. Nous souhaitons également rendre du temps aux soignants et aux médecins, car ils en manquent cruellement. Pour répondre à cet impératif, nous avons décidé de créer et de financer la nouvelle fonction d'assistant médical pour les médecins s'inscrivant dans un exercice collectif. Ces assistants médicaux assureront des missions d'assistance des médecins et d'aide au parcours des patients. Ils pourront ainsi se voir attribuer des missions d'accueil des patients, de recueil de certaines données ou constantes, de vérification d'un état vaccinal ou de mise à jour des dépistages, de mise à jour des dossiers et de gestion de l'aval de la consultation. Le deuxième volet de ce collectif de soins concerne plus spécifiquement les hôpitaux. Nous nous fixons pour objectif d'accompagner la réorganisation des hôpitaux pour soutenir les soins de qualité et de proximité. L'offre hospitalière en France, publique et privée, est diverse. Certains établissements assument prioritairement des missions de soins de proximité à destination des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques, alors que d'autres proposent des soins plus techniques et plus spécialisés. Les hôpitaux et services hospitaliers de proximité sont un maillon essentiel de notre système de soins. Ils contribuent à un meilleur accès aux soins sur tous les territoires et ils contribuent à préserver la qualité de vie des patients qui restent près de leurs proches et de leur domicile. Ces hôpitaux ont également un rôle fondamental à jouer dans les coopérations avec les professionnels de ville, les services d'hospitalisation à domicile et les établissements médico-sociaux de leur territoire. Ce soutien des activités hospitalières de proximité passera par la labellisation des premiers hôpitaux de proximité d'ici 2020, avec l'objectif d'atteindre le nombre de 500 à 600 hôpitaux de proximité labellisés en 2022, qui bénéficieront d'une gouvernance et d'un modèle de financement adapté à leurs activités. Ces établissements, qui ne disposeront pas d'autorisation de chirurgie ou d'obstétrique, assureront des missions hospitalières de proximité comme la médecine polyvalente, les soins aux personnes âgées, la médecine gériatrique, les soins de suite et de réadaptation. Des consultations avancées de spécialité ou chirurgicales seront assurées avec le support des établissements voisins et des plateaux techniques seront ouverts aux professionnels de santé de la ville comme l'imagerie, la biologie ou des explorations. Nous proposons également que ces hôpitaux de proximité proposent des équipes mobiles de soins, notamment en gériatrie, et des équipements de télémédecine. Je veux également revenir avec vous sur la volonté que nous partageons avec le Président de la République de faire de la psychiatrie et de la santé mentale une priorité. Avec le secteur, la psychiatrie française a été à l'avant-garde en ce qui concerne l'organisation territoriale des soins et la responsabilité qu'elle assume vis-à-vis de la santé de la population dans les territoires. Elle doit maintenant impérativement renforcer ses liens avec tous les acteurs des soins de proximité et prendre un virage pour organiser dans tous les territoires un accès plus direct aux différentes thérapeutiques et aux soins spécialisés. L'inscription de la psychiatrie dans le collectif de soins dessiné dans le projet est indispensable pour une détection plus précoce des troubles et pour mettre en place une politique ambitieuse de prévention et, au final, améliorer l'accès des patients aux soins psychiatriques. J'ai révélé le 28 juin dernier ma feuille de route pour la psychiatrie et la santé mentale. Je souhaite rappeler les mesures prioritaires sur lesquelles je prends un engagement aujourd'hui. L'augmentation du nombre de stages en santé mentale pendant les études de médecine générale pour qu'à terme, chaque étudiant en médecine générale ait eu une expérience dans le champ de la psychiatrie afin de mieux repérer les troubles et favoriser les prises en charge précoces. L'extension de la formation d'infirmiers de pratique avancée à la psychiatrie dès 2019,
la création d'un fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, et je renouvelle également l'engagement pris pour que l'évolution des moyens consacrés à la psychiatrie ne serve pas de variable d'ajustement par rapport aux autres arbitrages. Les ARS seront invités à faire de la psychiatrie une priorité de l'investissement dans leur région. Le troisième engagement est d'adapter les métiers et les formations aux enjeux de la santé de demain. Je l'ai dit en introduction, les métiers du soin ont beaucoup évolué ces dernières années et les aspirations des soignants ont changé avec eux. Les jeunes professionnels sont en demande d'un meilleur équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Ils recherchent un travail plus collaboratif, en équipe. Ils souhaitent pouvoir changer de métier ou de fonction au cours de leur parcours professionnel. Nous devons donc entendre ces demandes et nous devons accompagner ces évolutions. Premièrement, nous allons diversifier les modes d'exercice et enrichir les parcours des professionnels. Plusieurs mesures vont être prises en ce sens. Nous poursuivrons le déploiement de la pratique avancée à d'autres domaines d'intervention infirmiers et nous valoriserons statutairement ces nouvelles fonctions. Un statut unique de praticien hospitalier sera créé, ainsi qu'un contrat unique pour permettre plus de souplesse dans le recrutement, notamment de médecins contractuels. Une attention particulière sera portée aux aides-soignants, dont les conditions d'exercice ont beaucoup changé, en continuité avec la feuille de route pour les personnes âgées que j'ai déjà présentée. Il nous faut également repenser nos organisations. Cela passe par une approche renouvelée du management des ressources humaines hospitalières et de la reconnaissance des professionnels. Je veux en premier lieu redonner au service hospitalier son rôle de collectif dans l'organisation des activités de soins et dans le management de l'équipe soignante. Je souhaite également revivifier le dialogue social local pour qu'il vienne en appui de la transformation du système. Il nous faut donc mieux prendre en compte le rôle des représentants de la communauté médicale dans le fonctionnement des établissements et des GHT. Cela passera notamment par la création dans tous les GHT d'une véritable commission médicale d'établissement d'ici 2020 et également par un élargissement des compétences de la commission médicale d'établissement pour renforcer la participation des médecins au pilotage des hôpitaux. Enfin, il nous faut décloisonner les études de santé pour faire vivre réellement sur le terrain ces modes d'exercice partagés et pluriprofessionnels auxquels nos jeunes professionnels aspirent. Je vais donc laisser la parole à Frédéric Vidal pour la réforme des études. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la ministre des Solidarités et de la Santé vient d'exprimer les ambitions que nous avons pour le système de santé. La santé, c'est avant tout un secteur d'activité qui repose sur l'intelligence, sur la sensibilité, sur la compétence d'hommes et de femmes. Et l'avenir de ce système de santé dépend donc de la façon dont nous saurons moderniser les formations pour les adapter aux enjeux actuels et aux enjeux de demain. Cette vision de la transformation des formations en santé, elle doit être globale pour tous les métiers de la santé et non pas considérée métier par métier. Elle doit s'inscrire dans un paysage global de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que les interactions sont dès aujourd'hui nombreuses et le seront encore plus demain. Nous aurons besoin de plus en plus d'ingénieurs, de spécialistes de l'électronique, ou de spécialistes de l'intelligence artificielle, de spécialistes de management ou de politique publique qui auront à travailler avec les professionnels du secteur de la santé. Et il est donc important que nous soyons en capacité, dans l'offre de formation même, de prévoir ces interactions, ces passerelles et ce langage commun dont nous aurons besoin pour l'évolution des métiers de santé de demain. Ce que nous souhaitons tient en 5 points principaux. Tout d'abord, des professionnels qui reflètent la diversité de notre population, la diversité des talents et la diversité des territoires. Ensuite, des professionnels qui, dès leurs études, apprennent à travailler ensemble. Des professionnels qui soient aussi réflexifs, à l'aise avec les innovations, que l'on parle de biotechnologie, de bioinformatique, de e-santé, ou de transformation de la relation avec le patient. Des professionnels compétents et qui le restent tout au long de leur vie,
en ayant donc appris à apprendre et en n'hésitant pas à continuer leur formation tout au long de leur vie. Et enfin, et c'est un point qui est essentiel pour Agnès Buzyn et pour moi-même, des professionnels qui soient, dès leurs études, bien dans leur peau, et ensuite, dans leur pratique professionnelle, heureux de leur exercice. Aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu n'est pas du tout adapté à ces enjeux. C'est un système qui sélectionne, qui trie, qui formate, qui forme les étudiants dans un esprit de hiérarchisation des professions et qui assigne les professionnels à la même place toute leur vie. Il faut donc modifier de façon cohérente les modalités d'admission, les contenus, les évaluations des formations aux différents métiers et surtout fabriquer du lien entre elles. Comme ces métiers et ces formations sont dès aujourd'hui nombreux, on en dénombre plus d'une trentaine, c'est évidemment un chantier complexe qui nécessite à la fois une vision d'ensemble, mais aussi une attention et un respect aux spécificités de chaque métier et de chaque cursus. L'agenda de ces transformations devrait être rapide, car le système de santé ne peut plus attendre. Et comme l'a rappelé le président de la République ce matin, les patients ne peuvent plus attendre. Dès 2018, nous avons permis l'inscription de tous les étudiants en santé au sein des universités pour qu'ils bénéficient des mêmes droits et des mêmes services. Et nous avons créé le diplôme d'infirmier de pratique avancée, qui est d'ores et déjà offert dans une dizaine d'établissements. Nous avons aussi, dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants, poursuivi et élargi les expérimentations d'alternatives à la PACES, première année des études de santé, sanctionnées par un concours. Et c'est plus de la moitié des établissements qui, aujourd'hui, sont dans ces processus d'expérimentation. Enfin, nous avons aussi, grâce à l'exceptionnel engagement de tous, mis en place le service sanitaire et permis ainsi que 40 000 étudiants non seulement s'investissent dans la diffusion de messages de prévention, mais soient aussi eux-mêmes formés à ces messages de prévention, de façon à ce que leur pratique en soit imprégnée. Dès 2019, dès la rentrée prochaine, les étudiants en soins infirmiers, dans leur formation initiale, seront recrutés au travers de la plateforme Parcoursup, et une voie spécifique sera bien sûr maintenue pour les étudiants en formation continue, avec à la clé une accessibilité sociale renforcée. Dès la rentrée 2019, toujours, la formation des médecins sera profondément modifiée au niveau du second cycle. Nous avons annoncé la disparition des examens classants nationaux en 2022 au profit d'une procédure d'admission dans les différentes spécialités médicales qui fera bien sûr toute sa place aux connaissances, mais aussi aux compétences qui seront évaluées et au parcours de l'étudiant. À la rentrée 2020, c'est l'ensemble du processus d'admission qui sera réorganisé. Le numerus clausus sera supprimé, ainsi que le concours à la fin de la première année, et les étudiants seront recrutés dans les différentes filières de santé de façon plus progressive. Un jeune qui souhaitera donc s'orienter vers des études de santé aura le choix de s'inscrire dans différents parcours de licence qui auront été adaptés, dont certains pourront être très orientés santé, mais d'autres pourront aussi amener d'autres compétences et mettre en avant d'autres qualités qui sont nécessaires à l'exercice des professions de santé. Candidater pour ces filières de santé qui resteront sélectives, c'est un processus qui pourra s'étaler tout au cours du cycle de licence ou après un premier exercice professionnel d'un autre métier. Tout ceci va être travaillé avec les universités et avec les associations étudiantes. Et dans le cadre national que nous aurons fixé, les universités utiliseront leur autonomie pour mettre en œuvre ces différents parcours de façon à ce qu'ils soient le plus cohérents possible avec le reste de leur offre de formation, avec leur capacité de formation théorique et pratique dans les études de santé et avec les attentes des territoires. Ça signifiera aussi que dès la rentrée 2020, un jeune qui habite
près ou dans une ville dont l'université n'a pas de faculté de médecine pourra néanmoins y débuter des études de premier cycle et s'orienter plus tard vers ces professions de santé. Comme tout ce que nous avons développé dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants, il s'agit de donner plus de place au choix des jeunes. Parce que nous sommes aussi convaincus que les déserts médicaux sont déjà en gestation quand les jeunes de certains territoires ne peuvent pas accéder aux études de santé sur place et doivent pour cela quitter ces territoires. Mais nous ouvrirons aussi la possibilité d'expérimenter des cursus et des modalités d'admission pour d'autres formations. Par exemple, les formations de réadaptation ou les formations médico-techniques, avec le même principe. Favoriser les accès à des niveaux divers, favoriser les troncs communs de formation et favoriser une meilleure connaissance des différents métiers de santé par les différents acteurs de ces métiers de santé. Je ne serai pas plus longue, je voudrais simplement insister encore sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de juxtaposer différents cursus, différents concours, mais bien d'aller vers un objectif global qui est de passer d'une organisation des formations en silo à une organisation en réseau qui préfigurera le travail des professionnels de santé souhaité par la ministre de la Santé et des Solidarités. Passer aussi de connaissances apprises par cœur, comme c'est encore le cas dans certains cursus, à la formation de professionnels plus réflexifs, plus adaptables, curieux et eux-mêmes promoteurs de l'innovation. Et enfin, donner à chaque jeune sa chance d'exprimer ses talents et à chaque professionnel un épanouissement dans son métier et la possibilité d'y évoluer toujours. C'est en garantissant une coordination de l'ensemble du processus au service de ces objectifs de transformation du système de santé qui ont été rappelés ce matin par le Président de la République, mais aussi au travers d'une large concertation avec tous les acteurs, que nous allons très profondément transformer les études de santé. Je vous remercie. Je vais bientôt conclure, simplement pour vous dire que ce projet est un projet global et ambitieux qui doit nous permettre d'engager au cours des 4 années à venir des réponses aux défis qui se posent depuis longtemps, en fait, déjà à notre système de santé. Certaines des mesures proposées vont être d'effet immédiat et nous allons pouvoir les inscrire dans le PLFSS 2019. Vous l'avez compris, d'autres mesures sont de moyen terme et pourraient nécessiter de passer par une, voire plusieurs lois. Pour soutenir la mise en œuvre de Ma Santé 2022, le Président de la République a annoncé une revalorisation de l'ONDAM à 2,5%. Cette augmentation devra prioritairement servir au déploiement des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, à la création et au financement des fonctions d'assistants médicaux, à relancer le soutien à l'investissement hospitalier et à accompagner la transformation des hôpitaux de proximité. Ce seront au total plus de 3,4 milliards d'euros qui vont être consacrés d'ici 2022 à cette transformation, dont près d'1 milliard d'euros en faveur de l'investissement hospitalier. Je piloterai en personne le suivi et la mise en œuvre de ce projet et en binôme avec Frédéric Vidal pour ce qui concerne la réforme des études en santé. L'ensemble de l'administration, qu'elle soit au niveau national ou régional, au même titre que l'assurance maladie, sera bien entendu pleinement mobilisée. Nous avons en plus une mission sur le financement et la régulation du système de santé qui est pilotée par Jean-Marc Aubert, directeur de la DRES. Et au-delà des premières mesures annoncées, il continuera ses travaux pour nous proposer à la fin de l'année une réforme complète des modalités de financement du système de soins à l'horizon 2020. Pour conclure, je dirais que je voudrais renforcer le message initial, le message principal. Ce n'est pas une réforme sectorielle, ce n'est pas une réforme qui propose des solutions catégorielles, ce n'est pas une recette miracle qui serait dirigée par le haut depuis le ministère. Cette amélioration du système de santé doit passer par un plan d'ensemble, partagé avec les acteurs et les professionnels dans leur diversité. Tout le monde doit s'approprier ce projet.
Cette mobilisation doit se retrouver dans tous les territoires et au-delà de l'administration, elle doit être portée par les professionnels eux-mêmes, quel que soit leur mode d'exercice, par les élus, par les patients et par tous les citoyens. Les agences régionales de santé, en lien avec l'assurance maladie, auront cette responsabilité d'accompagner les acteurs de terrain pour faire réellement émerger cette responsabilité territoriale vis-à-vis de la santé de la population. Je vous remercie et nous allons répondre à vos questions. Oui, bonjour, Philippe Leduc. Le président de la République l'a dit, en 15 ans, 15% de médecins généralistes en moins disponibles. Donc vous avez pris des mesures pour éviter les déserts médicaux. Mais est-ce que vous allez modifier quelque chose au niveau du choix des postes en fin de 6e année, à la fin des examens classants national qui vont bientôt être supprimés aussi d'ailleurs? Et deuxième question, est-ce que vous pourriez nous définir un peu plus le métier d'assistant médical? Parce que déjà les infirmiers libéraux s'inquiètent de devenir des assistants pour les médecins. Est-ce qu'il y aura une formation particulière? Quelles seront leurs missions? Comment ils seront rémunérés? Peut-être pour commencer sur les postes de généralistes, vous savez que nous avons augmenté le nombre de postes de médecine générale ces dernières années, mais vous le savez, les résultats ne seront effectifs dans les territoires que dans les années qui viennent. Et donc il nous a semblé urgent de remédier à la pénurie de médecins généralistes par d'autres choses que simplement la formation de nouveaux médecins, même s'il en faut évidemment, d'où la suppression du numerus clausus et l'augmentation du nombre d'internes. Et donc cela passe par faire en sorte que les médecins regagnent du temps médical. Donc il y a évidemment toutes les délégations de tâches ou protocoles de coopération qui existent déjà. Ça va être grâce à ces coordinations territoriales avec tous les professionnels de santé libéraux sur un territoire qui va permettre de dégager du temps de médecin et de déléguer un certain nombre d'activités à d'autres professionnels. Nous allons continuer à travailler dans cette voie et les assistants médicaux sont une réponse immédiate. C'est une réponse qui a une contrepartie, je l'ai dit, c'est-à-dire que ceux qui bénéficieront d'assistants médicaux aujourd'hui, le président de la République a annoncé 4000 au minimum jusqu'à 2020. Ce seront tous les professionnels qui s'inscrivent dans un exercice collectif et qui s'engagent à soit suivre plus de patients, soit réduire leur temps de consultation. Et donc nous allons commencer à négocier, puisque je vais laisser la parole à Nicolas Revel, nous allons commencer à négocier avec les professionnels sur ce que va être ce poste et son financement. Peut-être Nicolas Revel pour la CNAM. Merci Madame la Ministre. Donc effectivement, la Ministre l'a dit, il va falloir, dans un dialogue avec les professionnels de santé, définir ce que serait le périmètre des fonctions, des missions qui pourront demain être exercées par ces assistants médicaux, avec un profil soignant, mais aussi étant capable d'assumer un certain nombre de tâches administratives. Philippe Leduc, vous avez indiqué que certains représentants de la profession des infirmiers libérales s'inquiétaient de ce que toutes et tous deviendraient demain des assistants médicaux. Je vous rappelle qu'il y a 116 000 infirmières libérales. Nous n'avons pas ce matin, je crois, annoncé la création de 116 000 postes d'assistants médicaux. Donc on voit bien qu'il y a évidemment besoin d'avoir des infirmières libérales qui soignent directement auprès des patients. Mais ce besoin d'avoir un soutien auprès des médecins pour contribuer à ce qu'ils puissent soigner plus et mieux et ainsi répondre à cette question de la ressource médicale et de l'accès aux soins, tout ceci doit en effet aboutir à ce que ce dispositif se mette en place dans le cadre d'une négociation, comme le président de la République l'a indiqué, qui interviendra très rapidement dès que la ministre en aura fixé les orientations. Voilà. Oui, bonjour. Allô. Bonjour Hervé Ricard, pharmaceutique. Je voulais avoir une précision sur le chiffrage des investissements. J'ai lu ce matin que, justement, je n'ai pas bien compris, ce serait 400 millions uniquement l'année prochaine ou 400 millions par an pendant 4 ans. Et auquel cas, qu'en est-il de l'engagement, si c'est le cas, du président de la République d'avoir un Ondam en moyenne à 2,3 sur le quinquennat?
Non, vas-y. Les 400 millions, pour l'instant, c'est effectivement sur l'année 2019, donc c'est 400 millions en plus. C'est vraiment un geste très fort, puisque effectivement l'engagement du président de la République était sur un ONDAM pluriannuel de 2,3%, ce qui était le cadrage de cette année. Là, en donnant ce signal-là, c'est de donner le signal qu'il y a un vrai engagement pour accompagner la transformation, et que la transformation, ça suppose aussi un investissement pour pouvoir être conduite par la suite. Et donc c'est ce signal-là que le président de la République a voulu donner cette année. La suite, à savoir si ça se retrouvera sur les années suivantes, c'est une autre discussion. Vous le savez que la discussion du PLFSS et de la fixation de l'ONDAM est une discussion annuelle, mais en tout état de cause, il y a déjà un signe fort qui a été donné pour qu'on puisse conduire cette transformation et rendre concret dès 2019, puisque c'est aussi le cap qu'a donné le président de la République, dès 2019, les mesures les plus concrètes de la stratégie qui a été présentée aujourd'hui, dont les assistants médicaux, dont les communautés professionnelles, dont les hôpitaux de proximité, tous ces éléments-là qui ont besoin d'être soutenus dès l'année qui vient. Peut-être pour compléter, vous avez le budget, page 44 du dossier de presse. En réalité, quand vous faites un ONDAM à 2,5 et que vous rajoutez 400 millions cette année en plus de l'ONDAM, en fait, il se retrouve évidemment en base l'année suivante, ce qui fait obligatoirement 1,6 milliard à la fin des 4 ans. Donc il y a déjà 1,6 milliard lié à cet ONDAM à 2,5 cette année. Il y a des financements du PIA qui vont abonder et des financements assurance maladie pour accompagner la transformation. Donc le budget total est de 3,4 milliards d'euros. Bonjour, Raphaël Moreau, ticsanté.com. Sur la création d'un espace numérique pour les patients et les professionnels de santé, quel type de service va-t-on trouver et comment vous allez faire pour en favoriser l'adoption, sachant qu'on a déjà eu du mal à faire décoller le DMP? Et deuxième question, sur la gouvernance, on nous parlait d'une mission e-santé. Maintenant, dans le dossier de presse, on voit la création d'une direction au sein du ministère. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, la première brique de cet espace, c'est évidemment le dossier médical partagé, le DMP, qui va être déployé à partir de novembre 2018 par l'assurance maladie et qui va prendre son essor. Sur la base de cette brique, nous comptons rajouter un certain nombre de services qui vont s'agréger dans cet espace numérique à santé au fur et à mesure des mois et des années, avec la possibilité pour les citoyens de personnaliser leur espace numérique en santé. Ça leur permettra un accès direct à leur dossier. C'est important aujourd'hui, ça fait partie de ce que l'on doit aux citoyens. Il y aura aussi leur carnet de santé, leur carnet vaccinal par exemple. On voit bien qu'on peut le déployer aujourd'hui. Et donc petit à petit, les briques permettront de définir ce que sera cet espace numérique en santé, dont on souhaite l'appropriation par tous les citoyens et qui sera évidemment très sécurisé. Pour accompagner cette transformation, d'autres pays l'ont fait avant nous. C'est sur le modèle, sur des modèles étrangers que nous proposons cela. Ce n'est pas une idée inatteignable. Eh bien, nous allons créer effectivement une structure au sein du ministère qui sera vraiment en charge du pilotage global du projet sur les années qui viennent. Que ça s'appelle une direction ou une mission, franchement, je ne pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Et donc, nous verrons le profil de poste. Mais en l'occurrence, il y aura une task force dédiée au sein du ministère. Elle sera en lien très étroit avec la CNAM, forcément, puisque le DMP fera partie de la brique, mais c'est un pilotage ministériel. Bonjour, Sabine Oleizar de l'APM. J'ai deux petites questions. Sur le fonds d'innovation en psychiatrie, pouvez-vous nous donner le montant de ce fonds et quel sera son mode de financement? Est-ce qu'il aura une durée précise? Et par ailleurs, sur les hôpitaux de proximité, je n'ai pas bien compris quel type d'établissement pourra être labellisé hôpitaux de proximité. Est-ce que ça sera les hôpitaux dits locaux, comme on les appelle actuellement, ou est-ce que ça pourra être aussi des centres hospitaliers à qui on aura fermé une maternité ou un service de chirurgie et qui seront... Alors, j'ai envie de dire déclassés, mais j'imagine que vous allez me dire que ce n'est pas le cas, mais donc qui pourront être labellisés également centres hospitaliers de proximité.
Donc sur le fonds d'innovation en psychiatrie, alors je précise que l'objectif c'est l'innovation organisationnelle pour soutenir des dispositifs comme Dispositif, par exemple des projets comme existent à Toulouse autour de ce qu'on appelle les dispositifs partagés ou d'autres types de projets comme des formes d'équipes mobiles à domicile ou ce type de projets qui aujourd'hui existent en région sur l'initiative d'acteurs, mais se développent par les propres moyens que les acteurs peuvent y mettre et déployer eux-mêmes, et souvent restent isolés à un territoire, à une région. Donc ce fonds, il a pour vocation de donner aussi, accompagner, donner impulsion aux acteurs pour qu'ils puissent porter ce type de projet, et aussi de les faire porter aux connaissances au niveau national pour que derrière on puisse capitaliser sur ces projets-là, et selon l'évaluation qu'on pourra en faire, pouvoir en faire bénéficier les autres territoires et faire évoluer finalement l'organisation santé mentale et psychiatrie pour l'ensemble du territoire. Donc c'est cette philosophie-là, donc c'est quelques millions d'euros qui vont être consacrés dès l'année prochaine sur ce fonds d'innovation. Et je précise aussi, pour pas qu'il y ait de confusion, on est sur l'innovation qui ne nécessite pas de dérogation à la loi ou aux modalités de financement, puisque autrement il y a déjà un guichet qui est ouvert, qui est l'article 51. Donc on est vraiment sur des projets qui sont de l'animation d'acteurs sur les territoires, et c'est dans cet esprit-là. Sur les hôpitaux de proximité ? Sur les hôpitaux de proximité, nous souhaitons que dans les territoires s'engage un dialogue avec les élus, avec les ARS, avec les professionnels de ces hôpitaux locaux pour savoir qui s'engage dans ce label. Il y aura un financement évidemment dédié à ces activités de proximité. On voit bien aujourd'hui la confusion que nous avons tous face à un centre hospitalier, de savoir s'il est local, intercommunal, régional, et de savoir quelle discipline on va y trouver. En réalité, aujourd'hui, rien n'est vraiment organisé. Certains hôpitaux locaux vont avoir une activité de chirurgie, d'autres pas. Certains vont avoir un service d'urgence, d'autres pas. Et donc l'idée, c'est de mieux définir qui fait quoi sur le territoire, d'avoir un label hôpital de proximité qui s'engage sur des missions très concrètes de terrain, d'amélioration de l'état de santé d'une population donnée en termes d'action de prévention, d'action d'hospitalisation en médecine polyvalente ou en soins de suite, par exemple, après un acte chirurgical dans un hôpital de recours. L'idée, c'est de mieux redéfinir les missions des uns et des autres. Ce qui doit être en proximité sera valorisé. Nous ferons entrer les médecins de ville, s'ils le souhaitent, dans la gestion de ces hôpitaux de proximité, notamment dans les conseils de surveillance, mais également, s'ils le souhaitent, dans un exercice mixte ville-hôpital. Et ce sont vraiment des hôpitaux qui s'engagent sur une offre de soins de premier recours de qualité avec des plateaux techniques dédiés. Alors, certains hôpitaux locaux ont déjà ce périmètre d'attribution, et donc ils seront très facilement labellisés. D'autres hôpitaux pourraient peut-être voir une activité disparaître, mais auront un engagement de l'État pour être redynamisés, pour être valorisés dans le label, avec ce label hôpital de proximité, et valorisés sur des missions territoriales. Et donc l'idée, c'est de mieux définir ce qu'on doit souhaiter à nos concitoyens, c'est-à-dire des soins gradués sur le territoire qui quelque part garantissent une même qualité des soins partout en France, puisque nous savons que dans certains hôpitaux de proximité, aujourd'hui, nous avons des difficultés à recruter des professionnels compétents, en tous les cas en nombre suffisant, et nous avons des plateaux techniques qui sont insuffisamment utilisés. Donc on va rationaliser l'offre de soins, la rendre plus lisible, avec des vraies responsabilités de chaque acteur à chaque niveau. Oui, bonjour madame. Stéphane Lemasson pour Terragora. D'aucuns reprochent à votre réforme d'être trop médico-centrée. Deux questions par rapport à cela. Pourquoi ne pas être allé jusqu'à la prescription pharmaceutique comme le réclament l'ordre des infirmiers? Pourquoi ne pas avoir favorisé un accès direct aux kinés comme le réclament un certain nombre d'instances représentatives des kinés? Et dans cette perspective également, comment entendez-vous concilier le poste d'assistant médicaux tel que vous l'avez présenté avec les infirmières en pratique avancée, puisque là aussi l'ordre des infirmiers s'étonne de cette mesure. Et une dernière question, concrètement, comment se traduira l'intervention des patients experts, tels que vous l'avez évoqué dans votre réforme? Merci. Donc il y a beaucoup de questions. Peut-être rappeler la philosophie de la réforme. C'est une réforme structurelle. C'est une réforme d'envergure qui n'est pas une réforme catégorielle et donc qui se veut
apporter une nouvelle vision de notre système de santé. Alors selon qu'on met le curseur de la réforme, et ça sera négocié probablement avec l'assurance maladie pour un certain nombre d'orientations, notamment le financement des CPTS ou le financement des assistants médicaux, certains diront qu'ils ont été traités comme ils le souhaitaient ou en deçà de leurs espérances. Mon problème n'est pas de répondre à telle ou telle catégorie de professionnels. L'engagement que nous prenons aujourd'hui, c'est de faire tout pour que notre système de santé et l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient kinésithérapeutes, pharmaciens, infirmières, sages-femmes et tous les autres, trouvent leur place au sein du système dans des communautés professionnelles de territoire où chacun a sa place avec ses compétences pourra apporter un service à la population de façon coordonnée et collective. Nous souhaitons créer des collectifs. Donc si on commence par dire « vous n'avez pas répondu à telle ou telle demande catégorielle », on ne comprend pas le sens de la réforme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des évolutions des métiers dans les 10 ans qui viennent ou des réflexions sur les référentiels ou les possibilités des uns et des autres. La réforme que nous proposons ne s'adresse pas aux professionnels, elle s'adresse aux citoyens français, avant tout. Pardon, j'ai pas entendu. Les patients experts, je souhaite qu'on franchisse un pas en termes de démocratie sanitaire. C'est ce que dit cette réforme. C'est qu'on va passer d'une étape où on souhaitait que les patients et les représentants de patients soient institutionnellement représentés dans toutes les instances, vers une nouvelle forme de démocratie sanitaire du quotidien, où les patients ont leur mot à dire, leur avis à donner sur la pratique médicale et les soins qui leur sont conférés. Et donc, on passe d'une démocratie sanitaire purement représentative vers une démocratie sanitaire interactive. C'est cela, le patient acteur et le patient partenaire. Et il sera évidemment actif non seulement pour donner un avis sur ses soins, la qualité des prises en charge, mais également dans la formation, parce qu'il est indispensable que les jeunes médecins se confrontent au retour d'un patient quand on annonce un diagnostic difficile, bien avant d'être sur le terrain, par exemple. Oui, alors exactement, Madame Pascale Morel, exactement, Madame, dans le même sujet de démocratie sanitaire, puisque vous dites que vous voulez une grande réforme structurelle avec une nouvelle vision, ce qu'effectivement on veut bien reconnaître, le président de la République a fait quand même ce matin un éloge vibrant du jacobinisme. Ça nous a quand même peut-être un peu étonnés. Je voulais vous interroger sur le fait que, de manière institutionnelle, puisque vous vouliez être disruptif et dans le fond faire une vraie réforme structurelle, pourquoi, notamment sur la prévention, qui est un sujet qui vous est cher, effectivement, pourquoi, dans ces conditions, ne vous appuyez-vous pas, comme il le demande, sur les régions, les conseils régionaux notamment, sur les municipalités, et que, dans le fond, vous dites effectivement que vous gardez la maîtrise de tout. Enfin, c'est comme ça qu'on comprend, ou que je comprends. Alors, d'abord, sur le jacobinisme, il n'a parlé de jacobinisme que dans une situation qui était lorsqu'il a parlé d'intelligence artificielle et de base de données. Il a dit que, vu l'organisation actuelle assez jacobine de notre système de santé, grâce à l'assurance maladie, c'est un atout considérable qu'a la France en termes de grandes données de santé, de la capacité à les mobiliser pour créer de l'intelligence artificielle et faire de notre pays un champion dans l'intelligence artificielle en santé. Donc il a dit... Il a observé un fait qui était le jacobinisme de notre base de données de santé et il en a fait un atout. Ça ne veut pas dire qu'il veut piloter ce système de santé de façon jacobine. Au contraire, nous laissons tous les territoires s'organiser. Ce que nous proposons, c'est de la liberté d'organisation. C'est en fait une réforme profondément girondine, mais pilotée. Pilotée, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux acteurs, mais... on vérifie qu'à l'arrivée, le service rendu aux malades est au rendez-vous, et c'est bien normal puisque c'est financé par la collectivité nationale. Agnès Dupérin, Notre Temps pour le groupe Bayard. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur les équipes mobiles gériatriques supplémentaires créées dans les territoires pour prévenir l'hospitalisation en urgence des personnes âgées? Et est-ce que vous pensez qu'il y a les ressources professionnelles locales justement pour créer ces structures? Alors, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire, puisqu'aujourd'hui, nous avons fixé un cap stratégique. Donc, ces hôpitaux de proximité labellisés, nous en prévoyons 500 à 600 dans les 4 ans, auront un certain cahier des charges pour avoir droit à des financements particuliers. Ce cahier des charges vise à améliorer le quotidien de la population
de proximité, notamment les personnes âgées, et donc devront s'engager dans des missions qui permettent d'améliorer le maintien à domicile et d'éviter les hospitalisations inutiles dont on sait qu'elles sont délétères. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je sais quelles seront exactement les personnes impliquées dans ces équipes mobiles, mais l'idée, c'est que dans les engagements des hôpitaux de proximité, il y a la médecine gériatrique, il y a la médecine polyvalente, il y a un plateau technique de proximité, radiologie, biologie, il y a l'accès à des soins non programmés. Donc voilà en gros les missions que nous souhaitons faire porter à ces hôpitaux de proximité. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Bonjour, Marie-Christine Corbier du journal Les Échos. Une question sur les alternatives à la PACES. Frédéric Vidal, vous avez dit que la formation resterait sélective. Sur quelle discipline portera la sélection et à quel moment interviendra-t-elle? Merci. Donc, en ce qui concerne l'organisation des futures études de santé en général, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on veut sortir de la situation actuelle dans laquelle on se trouve, où on a des jeunes qui passent, comme l'a dit le président ce matin, de lycéens brillants à étudiants ayant échoué au concours. Tout l'objet des expérimentations qui sont en train de se dérouler dans plus de la moitié des facultés de médecine aujourd'hui, c'est justement de regarder comment on est en capacité de mettre en place un système qui reste sélectif, qui garantit un certain nombre de compétences, y compris d'ailleurs la capacité à mobiliser sa mémoire, qui est quelque chose qui est important évidemment pour les futurs médecins, mais de regarder comment ça se construit. L'idée, c'est donc qu'il y ait des années de formation en santé qui puissent s'organiser avec des parcours différents en fonction des métiers vers lesquels elles vont conduire, et avec une entrée qui est totalement à discuter encore avec notamment les facultés de médecine et les facultés de santé dans le cadre de la conférence des présidents d'université. C'est un travail qui va démarrer dès cette semaine et se poursuivre dans les semaines qui viennent, avec les organisations étudiantes aussi, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas une licence en santé qui débouchera sur un master sélectif. Voilà. Parce que là, ce serait simplement repousser, quelque part, le goulet d'étranglement à la fin de 3 années de licence. Mais ce sont vraiment des constructions de passerelles. Alors maintenant, vous dites... Quelles sont les compétences? Pendant très longtemps, les médecins étaient considérés comme des honnêtes hommes. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois la capacité à connaître tout ce qui se faisait en termes de sciences. C'est plus complètement possible aujourd'hui, vu la quantité de connaissances à notre disposition. Mais ils avaient aussi une partie de formation, notamment dans les humanités. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent se former dans un premier temps dans des disciplines qui vont leur correspondre, qui vont les intéresser, au travers de doubles licences, sciences et humanités, qui ont commencé à être mises en place dans les universités, au travers de parcours particuliers, et qu'ils aient le choix soit de continuer dans la licence dans laquelle ils se sont initialement inscrits, soit de candidater pour accéder à ces formations qui seront dédiées, puisqu'après, évidemment, il faut une formation très spécifique pour devenir médecin, et il faut qu'elle ait une durée suffisante, puisqu'il ne s'agit absolument pas de baisser la qualité de la formation. Donc c'est tout ce processus d'entrée vers ces filières de santé, qui va évidemment être très variable en fonction de la durée des études, et qui va donc se mettre en place et être discuté à la fois avec les établissements qui porteront ces formations, et qui, une fois de plus, pour débuter ces formations, ne seront pas obligatoirement des établissements qui, aujourd'hui, sont adossés à des CHU ou à des facultés de médecine. Bonjour, Élodie Lepage pour l'Obs. Il est question de mesurer la satisfaction des patients, d'avoir plus concrètement d'indicateurs de qualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment est-ce que ça pourrait être mis en place, ce retour patient ? Alors, en fait, on s'inspire là aussi d'expériences internationales
où un certain nombre de pays, on peut identifier des parcours traçants assez normés sur des pathologies chroniques ou sur des pathologies aiguës, mais sur lesquelles les actes sont assez répétitifs et reconnus. Et sur ces parcours bien identifiés, il est possible de revenir vers le patient, notamment grâce à la traçabilité des actes, et lui envoyer un questionnaire pour lui demander en combien de temps, par exemple, il a récupéré la capacité de monter un escalier après la mise en place d'une prothèse de genou. Voilà des choses qui peuvent être mises en place dans le secteur à la fois hospitalier ou ambulatoire. Et donc, ce type de parcours normés sont aujourd'hui en train d'être définis par les professionnels eux-mêmes, par les conseils nationaux professionnels, en lien avec la Haute Autorité de Santé et l'assurance maladie, pour progressivement développer, au-delà de l'identification et de la création de ce parcours, les indicateurs de qualité du parcours qui pourraient être recueillis non seulement par les professionnels eux-mêmes, en termes de délai d'attente par exemple, mais aussi par les patients eux-mêmes en termes de résultats de l'acte médical ou de satisfaction du patient par rapport à sa prise en charge. Tous ces indicateurs existent à l'international. Il y a aujourd'hui de plus en plus de pays qui s'engagent aujourd'hui vers ce recueil d'indicateurs. Ça permet, quand on les rend publics, ça permet de comparer les régions entre elles, ça permet de comparer des établissements entre eux, ça permet une forme d'émulation aussi pour l'amélioration des pratiques. Par exemple, ce type d'indicateur existe sur la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral aujourd'hui. On est capable d'identifier si le patient a suivi le bon parcours dans les délais qui sont très bien normés. On sait qu'un accident vasculaire cérébral doit être pris en charge dans les 4 heures, dans les 6 heures. Bref, et donc tout ça est normé. Et à la fin d'un parcours, on peut demander au patient son avis sur sa prise en charge. Je pense que c'est une façon d'améliorer et d'harmoniser les pratiques médicales. Quand je dis médical, c'est au sens très large. Hein. Tous les professionnels. Vous comprenez bien que dans cette réforme, tous les professionnels doivent s'engager sur ces parcours. Ce n'est pas une réforme dédiée aux médecins. C'est une réforme dédiée à l'ensemble des professions de santé qui interagissent autour du patient et pour le patient. C'est un collectif. C'est vraiment cet esprit de collectif et de coordination que nous essayons d'insuffler dans cette réforme. Chacun à sa place, chacun a ses compétences et chacun va jouer son rôle dans la coordination. Bonjour. Bonjour, Ludivine Favrel du magazine de la santé. J'ai une question, je vais revenir en fait sur l'ONDAM. En fait, vous parlez d'une augmentation de 2,5%, mais l'évolution naturelle, elle serait plutôt de 4%. Donc, est-ce que finalement, c'est pas un peu de la poudre aux yeux? Est-ce que finalement, ces 2,5% ne vont pas seulement finalement absorber les dépenses actuelles? Et ma deuxième question, elle concerne le numerus clausus. Donc, on parle de le supprimer, mais est-ce qu'il y a la mise en place, il y aurait la mise en place de mesures coercitives pour inciter les médecins à aller dans les déserts médicaux? Je vais commencer par la partie numerus clausus et par cette notion que vous évoquez de coercition. Alors honnêtement, la coercition, c'est pas quelque chose qui, à notre sens, peut fonctionner. L'objectif, une fois de plus, il faut bien regarder les choses comme elles se passent. Aujourd'hui, quand vous voulez faire des études de médecine, très souvent, s'il n'y a pas de faculté de médecine à proximité, eh bien vous partez étudier dans une ville où il y a une faculté de médecine pendant quelque chose comme 14 ans en moyenne. Quelle est la probabilité qu'au bout de ces 14 ans d'études, où vous avez construit votre vie, construit votre environnement, tout d'un coup vous vous disiez, tiens, si j'allais m'installer ailleurs que dans la ville où j'ai été formé. C'est quelque chose qui évidemment est extrêmement compliqué. Donc, pensez aussi les études de médecine d'une façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus différente, où on peut commencer sans forcément quitter la ville dans laquelle on est, où l'on peut avoir une partie de sa formation de deuxième cycle qui peut se faire dans des structures qui vont être installées au niveau des différents territoires. Ça fait aussi que les gens, pendant leurs études, sont plus en capacité d'appréhender un certain nombre d'autres choses parce qu'ils vont les connaître et aujourd'hui ils ne les connaissent pas. Avoir le plaisir de travailler en équipe, avoir pour certains d'entre eux la possibilité d'avoir des missions partagées entre la ville et l'hôpital,
toutes ces choses-là sont des choses qui devraient mieux organiser une dynamique territoriale. Donc, le rôle, enfin la suppression du numerus clausus, d'abord, il faut bien comprendre que en termes de volume de médecins, c'est pas d'un volume de médecins qu'on manque aujourd'hui. Je pense qu'il y en a énormément, et surtout l'augmentation du numerus clausus qui a eu lieu il y a quelques années va produire tous ses effets aux alentours de 2025. Donc le sujet, c'est pas le nombre intrinsèque de médecins. Le sujet, c'est le temps que ces médecins consacrent à la pratique de la médecine par rapport à tout un tas d'autres activités, et je pense qu'on l'entend tous, hein, des activités administratives, des activités diverses et variées, un besoin et une envie de se former en permanence. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on soit en capacité de repenser complètement la formation avec cet aspect de prévention qui est très important et avec cet aspect de travail collectif qui est très important entre toutes les professions de santé. Bonjour, Damien Mascret du Figaro. J'ai deux questions. La première pour Madame Buzyn. Vous avez parlé d'un corps, de 400... Alors je prends le relais sur l'Ondam. Le relèvement de l'Ondam de 2,3 à 2,5%, ça n'est pas du tout de la poudre aux yeux, c'est extrêmement concret. Pour une raison simple, qui est que si on y reviendra, vous avez raison de dire que ce qu'on appelle l'évolution tendancielle spontanée de la dépense de santé se situe autour de 4%, nous respectons chaque année l'Ondam. C'est que nous sommes depuis de longues années en capacité, par une série de mesures de ce qu'on appelle des économies, mais qui pour une part portent sur le prix des médicaments, pour d'autres éléments jouent sur la pertinence des actes, sur la bonne organisation des séjours, nous sommes capables chaque année de respecter le taux de progression qui est voté par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc le niveau de cet Ondam nous donne un certain niveau de dépenses autorisées et donc de marge de manœuvre supplémentaire. Donc quand l'Ondam va passer l'année prochaine de 2,3 à 2,5%, il va non pas libérer 400 millions d'euros pour pouvoir, aller sur des dépenses courantes ou tout venantes. Il doit libérer 400 millions d'euros qui seront fléchés sur ce que sont les objectifs de transformation et les investissements utiles. Et ils ont été rappelés sur l'investissement hospitalier et sur l'accompagnement d'un certain nombre d'éléments de structuration des soins de ville. Je ne les répète pas, mais ce sont les communautés professionnelles, le financement des assistants médicaux. Et donc ce sera à cela et à cela seul que ces 0,2 supplémentaires seront consacrés. Toujours Damien Mascret du Figaro. Vous avez parlé de 400 postes de médecins généralistes qui seront, alors sur le papier c'est toujours facile, envoyés dans les territoires où il y en a besoin. Alors j'aimerais bien savoir comment vous allez les recruter, combien vous allez les payer, bref, à qui ça va être ouvert. Et puis la deuxième question, je suis désolé Madame Vidal, j'ai toujours pas compris exactement à quel moment dans les filières on allait avoir une formation spécifique pour un pharmacien, pour un médecin, pour un kiné. Est-ce que c'est en deuxième année? Est-ce que c'est... Bref, j'ai toujours pas compris ça. Je pourrais vous répondre sur ce sujet-là. Hein. L'idée, c'est qu'on pourra démarrer une formation particulière dans une profession de santé, soit en deuxième année, soit en troisième année. Probablement pas plus tard, parce qu'au-delà de la troisième année, ça commence à être compliqué pour organiser l'ensemble de l'offre de soins. Mais on pourra avoir fait une première année et rejoindre les études en deuxième année, ou avoir fait 2 ans et rejoindre les études en troisième année, ou avoir obtenu un diplôme et rejoindre ses études en troisième année. Une fois de plus, ce qui est important et ce que nous devons discuter maintenant à la fois avec les professionnels, les associations étudiantes et les formateurs en santé, c'est qu'est-ce qui peut exister comme tronc commun, de combien d'années de formation spécifique on a besoin et comment on articule les passerelles. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'arrêter de mettre autant de jeunes dans un goulot d'étranglement qui, à la fin de la première année, fait que 80% d'entre eux se considèrent comme en échec, perdent confiance en eux, alors que globalement, ils ont un potentiel
exceptionnels et qu'ils peuvent évidemment s'épanouir dans autre chose, quitte d'ailleurs à revenir après. Et cette question de souplesse est, je crois, extrêmement importante. Il faut qu'on arrête de désespérer 80% des jeunes qui, aujourd'hui, sont inscrits en première année d'études de santé et qui ont l'impression que leur vie s'arrête parce qu'ils ont raté leur concours, alors que leur vie ne fait que commencer. Bonjour, Aurore Mésange de l'AFP. Est-ce que la réforme pourra entraîner la fermeture de lits dans les hôpitaux publics? Et si oui, sur quels critères? Alors, je vais laisser très rapidement la parole à la directrice générale de l'offre de soins, mais j'adore cette question sur les fermetures de lits. En fait, l'offre de soins, elle évolue avec les territoires qui évoluent. Donc, il y a évidemment des lits qui ferment, il y a des services qui ferment, puis il y en a d'autres qui ouvrent, puis il y a des hôpitaux qui ouvrent et qui s'agrandissent. À l'arrivée, il y a quand même une seule chose qui est sûre, c'est que la fonction publique hospitalière, elle augmente chaque année en France. Donc peut-être qu'il y a des lits qui ferment, mais globalement, nous n'avons pas une offre de soins publique aujourd'hui en France qui se rétrécit. Après, elle s'adapte, et heureusement, parce que nous voulons plus d'ambulatoires. Donc plus d'ambulatoires, ça veut dire un peu moins de lits d'hospitalisation en chirurgie. Mais peut-être que nous aurons besoin d'un peu plus de lits dans d'autres disciplines. Je pense notamment à la pédopsychiatrie, où on sait qu'il manque des lits dans certains territoires. Donc arrêtons de penser globalement au nombre de lits, pensons à adéquation de l'offre aux besoins. Quand il n'y a plus besoin de lits, il n'y a plus besoin de lits, il faut les fermer. Et quand il y a besoin de lits en plus, il va falloir les rouvrir. Aujourd'hui, il n'y a pas un quota, il n'y a pas un nombre de lits fixé à l'avance par le ministère comme comme quelque chose qui serait caché au public. Nous ne pensons pas nombre de lits, nous regardons dans chaque territoire, chaque ARS regarde les hôpitaux avec les besoins locaux. Et les 400 évoqués. En fait, c'est une mesure qui s'adresse à des jeunes médecins pour les amener à s'installer et les encourager à venir exercer sur les territoires qui souffrent le plus de problèmes d'accès aux soins aujourd'hui. Or, on sait que les jeunes professionnels aujourd'hui peuvent hésiter à venir, à choisir déjà l'installation en libéral. Et donc, cette mesure présuppose qu'effectivement, pour un jeune professionnel, le fait de pouvoir avoir encore une part d'exercice salarié, puisque c'est un exercice partagé ville-hôpital, avoir encore un lien avec l'hôpital, justement, effectivement, avec encore cet exercice partagé, doit pouvoir aussi les rassurer, entre guillemets, et les amener, les attirer à pouvoir prendre des fonctions dans ces centres hospitaliers de proximité, avec à côté une activité en ville qui devrait normalement les amener aussi par la suite à s'installer en ville, en exercice ambulatoire temps plein par la suite. Donc c'est quelque chose qui va leur permettre aussi une mesure de transition entre effectivement l'hôpital, la formation à l'hôpital et l'exercice en ville, avec cette double statut salarié libéral qui là aussi doit permettre effectivement de ôter ce verrou psychologique quasiment sur l'installation, et donc qui va venir au bénéfice des territoires qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Mais on espère que les CPTS vont être aussi un facteur d'attractivité pour les professionnels pour s'installer, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du retour d'expérience sur les MSP, et on voit aujourd'hui que c'est un facteur effectivement d'attractivité pour l'installation de jeunes médecins. Demain, les CPTS, à l'échelle d'un territoire, ça correspond complètement aux besoins et aux attentes des jeunes professionnels qui veulent travailler en équipe, qui veulent travailler de façon coordonnée, qui veulent travailler dans une organisation de travail qui leur permet aussi de concilier beaucoup mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc on mise aussi sur cet outil-là comme un facteur d'attractivité pour les jeunes professionnels. Mais on sait aussi qu'à court terme, c'est ce que présentait le président de la République, là les CPTS, on est sur une construction structurelle qui va prendre 2 ans, 3 ans. Il y a besoin à très court terme de professionnels qui viennent s'installer sur les territoires que je citais précédemment. Et donc la mesure qu'a dessinée ce matin le président de la République est une des mesures qui doit pouvoir répondre à la plus grande urgence de ces territoires-là. Ça va être discuté. Le président de la République nous a donné 2 mois, il me semble, ce matin dans son discours, pour construire cette mesure-là. Et on va la construire avec les professionnels, les organisations professionnelles concernées pour que justement elle réponde à l'objectif qui nous a été fixé.
Philippe Leduc, sur les hôpitaux de proximité, est-ce que ce n'était pas la mission des groupements hospitaliers de territoire de créer cette graduation des soins? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des hôpitaux qui sont créés dans certains territoires? Et est-ce que c'est que du public ou est-ce qu'il peut y avoir du non-public qui soit lucratif ou pas? Sur les hôpitaux de proximité, oui, ça peut être du privé aussi, très majoritairement, parce que c'est la réalité des territoires, très majoritairement sur ce type de mission. C'est plutôt une offre publique, mais il y a des établissements privés à but non lucratif, il y a des établissements privés à but lucratif qui peuvent être sur ces missions. Encore une fois, ce qui va redéfinir ces établissements, c'est les missions. C'est les missions qui sont exercées, et la réponse qui est faite, la nature de la réponse qui est faite et qui est apportée à la population. Je crois que le président de la République et la ministre a bien insisté. Ce qui ne compte plus, c'est pas le statut. On ne raisonne plus en statut, en cadre d'exercice. Donc que ce soit public ou privé, je dirais, c'est plus le sujet et la question aujourd'hui. C'est effectivement comment on organise la réponse à la population qui va de la proximité jusqu'aux soins les plus ultra spécialisés. Les GHT sont pour le secteur public un outil qui permet d'organiser cette gradation des soins, mais le secteur privé aussi sait organiser ce type d'organisation de son offre. Sophie Duméry, indépendante. Madame Buzyn, vous avez signalé que vous souhaitiez qu'il n'y ait plus de médecins en exercice exclusif, unique, individuel, que ce soit l'exception en 2022. Comment ferez-vous pour articuler la vague des départs des médecins anciennes formules? Depuis 2000 ans, ils sont libéraux individuels. Et tout d'un coup, vous demandez à ce que de nouvelles vagues de jeunes médecins collectifs, je ne dis pas collectivistes, soient prêts pour 2022. Il y aura peut-être un trou entre les départs massifs de ces médecins en exercice individuel qui n'ont jamais été formés historiquement à cet exercice très 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 collectif que vous souhaitez, et ces jeunes médecins dont on espère qu'ils arriveront en masse. J'ai peur que le départ en masse ne soit pas comblé par l'arrivée en masse dans les communes rurales et toute cette France négligée non urbaine. Pour 2022, bien sûr. D'un mot, donc, ce que le président a indiqué être la perspective, c'est d'aller vers la fin d'un exercice, comme vous l'avez dit, isolé. Isolé, ça n'est pas uniquement le contraire de regrouper. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que d'ici 3 ans, la totalité des médecins libéraux se déplaceront dans les murs de maisons de santé ou de cabinets regroupés. Nous le souhaitons parce que nous sommes convaincus que ce mode d'exercice regroupé présente beaucoup d'avantages, mais nous ne considérons pas qu'il serait réaliste de se fixer cet objectif-là. En complément de ce mouvement vers le regroupement qu'il faut continuer à encourager et les assistants médicaux doivent y contribuer, il y a une autre modalité qui est l'exercice coordonné. Et l'exercice coordonné prendra la forme de ces communautés professionnelles territoriales qui invitent des médecins qui peuvent rester dans leurs cabinets médicaux, et on peut comprendre que quand on est à quelques années d'une fin de carrière, ce soit le choix qui sera fait, mais on les invite à s'inscrire dans un fonctionnement plus collectif sur un certain nombre de grandes missions qui ont été indiquées par le président, rappelées par la ministre. C'est comment on gère les soins non programmés à l'échelle d'un territoire, comment on mutualise des ressources pour mieux suivre des patients qui sont dans des parcours complexes. Ça veut dire très concrètement se doter à l'échelle d'un territoire de systèmes d'information partagés, parfois d'investir dans des ressources humaines, médicales, administratives qui aident à faire fonctionner ces dispositifs. Et donc on voit bien qu'il y a des gains très importants liés à cette notion d'exercice coordonné qui sont accessibles par tout médecin, quel que soit son âge, et qui n'implique pas de changer radicalement son mode d'exercice, même si, j'y insiste, l'idée d'aller vers plus d'exercices regroupés sera bien, au-delà des 2-3 prochaines années, une orientation assez fondamentale et qui, en effet, correspond aux aspirations des jeunes générations.